Bonjour à toutes et tous. Donc, merci d'être présent et de participer à ce débat. D'abord, je voudrais remercier aussi Rémi Carayol de participer à cet entretien. Et je suis honorée de faire cet entretien, je vais le dire ensuite après. Mais donc, vous êtes journaliste indépendant et vous avez beaucoup travaillé sur l'Afrique. Vous êtes cofondateur, moi c'est d'un site que je suis, qui est Afrique 21. Vous avez débuté votre carrière aux Comores, c'est ça ? Et puis vous êtes un auteur engagé. Je pense à des ouvrages comme Le Mirage sahélien, La France en guerre en Afrique. Et puis moi récemment, un ouvrage qui, par ailleurs, que j'ai lu pendant les examens parlementaires des lois Mayotte. Et vraiment, je vous en remercie parce que ça m'a permis aussi de prendre un recul considérable sur la situation à Mayotte. Et je pense que le titre résume assez bien le fil directeur, c'est-à-dire Mayotte, département colonie. Voilà. Et donc évidemment, il y a toute la question de rapport colonial de la France avec les Outre-mer. Et je pense qu'on va parler d'Outre-mer au pluriel. Et ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, parce qu'en fait, on se le disait tout de suite, on n'a pas envie d'essentialiser les Outre-mer. Il y a autant d'Outre-mer que de situations, de départements d'Outre-mer que de situations différentes. Hein. Même si, évidemment, on le verra, mais il y a aussi des réalités qui se rejoignent, notamment ce rapport néocolonial ou colonial, on l'appelle comme on veut, avec les Outre-mer. Voilà. Et je crois que ça va être aussi un peu le fil directeur. Je le dis aussi parce que... je vais mettre les pieds dans le plat. On est deux blancs à discuter d'outre-mer, voilà. Et c'était pas prévu comme ça, je vous le dis. C'était pas. D'abord, on voulait que ce soit un élu d'outre-mer, un député. On en a beaucoup d'outre-mer qui fasse cet entretien avec Rémi Carayol. Finalement, c'est moi qui le fais. J'en suis ravie. Bon, alors, il se trouve que je suis présidente de la commission des affaires économiques qui, à l'Assemblée nationale, qui est en charge en priorité les questions d'outre-mer. Donc, évidemment, j'y suis confrontée. De toute façon, je suis dans cette commission depuis 3 ans. J'y suis confrontée. J'ai eu l'occasion, puisqu'il y a eu 2 examens de loi là, dans les 6 derniers mois sur Mayotte, j'ai eu l'occasion aussi de m'y rendre en délégation, d'ailleurs en délégation transpartisane. C'était intéressant. J'y suis allée avec un vice-président de la droite républicaine, du MoDem et écologiste, mais donc avec des visions quand même sensiblement différentes sur la situation et les responsabilités de l'État français dans cette situation. Juste quelques mots, puis surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous laisser parler sur tout cela. Et je voudrais aussi laisser vraiment le temps pour que vous réagissiez. Enfin, je vois dans la salle qu'il y a des militants des Outre-mer. Je vous propose de parler spécifiquement de Mayotte, mais peut-être pour élargir à la question des Outre-mer. Mais en fait, en 1h30, on se dit qu'il vaut mieux partir d'un cas concret. Je vois aussi que là, il y a Maxime qui a travaillé de nombreuses années à Mayotte. Enfin bon, bref, donc c'est important aussi qu'on ait le débat avec vous, et puis aussi avec les militantes et militants des Outre-mer là-dessus. Un petit mot avant de rentrer sur le sujet de Mayotte, dire qu'évidemment, aujourd'hui, il y a des mobilisations populaires extrêmement importantes en Outre-mer contre la vie chère, pour l'égalité des droits que l'on soutient pleinement. Et maintenant, j'en arrive à Mayotte, parce que Mayotte, il y a eu le cyclone Chido il y a 6 mois, mais ça n'a été qu'un révélateur, en fait. Qu'un révélateur des immenses inégalités, difficultés de ce département, qui, par ailleurs, vous le savez, est le plus pauvre de France, mais de loin. Et moi, qui suis arrivée... moi, je ne connaissais pas Mayotte, pour être clair, quand je suis arrivée là-bas. Je n'avais jamais mis les pieds... les plis à Mayotte, mais c'est choquant tout de suite, quand on voit que le SMIC, il a 1 300 € au lieu de 1 700 brut, quand on voit que le RSA est en dessous, les allocations familiales, qu'il n'y a pas de convention collective ou presque. Enfin, tous les droits sont, sans compter le droit d'asile, tous les droits des migrants qui sont bien en dessous de tous les droits partout ailleurs. Voilà, dans tous les domaines, les droits sociaux à Mayotte sont inférieurs à la métropole. Voilà, et donc c'est la première chose qui évidemment choque. Je le dis aussi, à Mayotte, on a un groupe, on en reparlera, on a un groupe d'insoumis qui est sans doute, je ne sais pas ce que vous en direz, mais qui est la principale force, voire peut-être une des seules forces de gauche vraiment actives à Mayotte.
ce qui n'est pas simple, ce qui est plein de contradictions aussi, parce qu'on va reparler, Mayotte, c'est une histoire compliquée, difficile, y compris, moi j'ai eu des débats, on n'est pas toujours d'accord en fait, à vrai dire. En tout cas, on a des débats serrés, y compris, il faut l'avoir, hein, ce débat avec les militants à Mayotte. Parce que, et nous, il nous faut comprendre aussi la situation. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, mais venez nous voir, venez discuter des réalités concrètes. Vous ne pouvez pas juste avoir votre regard de métropolitain sur ce qui se passe à Mayotte. En tout cas, moi, ce qui est clair, c'est aussi le fossé considérable, alors je l'ai vu dans l'examen parlementaire, le fossé considérable entre les grands discours de la métropole et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et je finirai là-dessus et je vais vous passer la parole. Et puis moi, ce qui m'a choqué aussi, pour moi, Mayotte est un laboratoire des idées de droite et d'extrême droite. C'est vraiment, à dire, ce que l'extrême droite voudrait faire passer, par exemple, remettre en cause le droit du sol pour le droit du sang, ce qu'ils veulent faire passer partout dans le pays, Mayotte sert, pour moi aujourd'hui, mais voilà, je vous tends aussi une perche, sert aujourd'hui de laboratoire. Voilà, et nous, c'est la difficulté aussi à Mayotte, hein, c'est qu'il y a un sentiment, c'est extrêmement clivé, il me semble, aussi parce que sans doute vous me direz il y a des très fortes inégalités sociales, mais c'est extrêmement clivé, entre des dizaines de milliers de migrants évidemment qui vivent dans une situation absolument insupportable, et une partie de la population aussi qui est acquise aux idées xénophobes. On va pas, je veux dire, il y a 2 députés qui défendent des idées d'extrême droite, quoi. Ouais, à Mayotte. On va pas se... Voilà. Et donc j'en arrive à ma première question, parce qu'il me semble déjà, pour comprendre, il faut comprendre l'histoire de Mayotte. Et donc vous appelez votre livre Mayotte, le département colonie. Voilà. Et tout au long des débats parlementaires est ressortie la question, et quand on va à Mayotte c'est pareil, de ces fameux référendums où les Mahorais auraient dit « nous voulons être français ». Et donc, ce serait un choix émancipateur, universaliste des Mahorais pour rester français. Et donc, ça n'est pas une colonie quelque part, puisque les Mahorais ont bien choisi d'être français. Voilà, je voudrais revenir déjà là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que tous les Mahorais ont choisi ça, et pourquoi vous parlez aujourd'hui d'un département colonie? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit juste avant, effectivement, Mayotte a longtemps servi de laboratoire aux idées de la droite et de l'extrême droite. Et moi, maintenant, j'emploie un nouveau terme. J'estime que depuis quelques années, plus qu'un laboratoire, c'est devenu un cheval de Troie pour l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est plus seulement on va essayer de tester des idées, c'est qu'on va faire passer des lois à Mayotte et ensuite on va essayer de les généraliser à l'ensemble du territoire national. Mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Oui, Mayotte, c'est un territoire très particulier où parfois il faut accepter de revoir les schémas qui sont les nôtres, vus d'ici, de l'Hexagone, et notamment quand on est militant ou quand on défend des valeurs de gauche. C'est un territoire qui est très déstabilisant parce que, notamment, historiquement, il y a une particularité, c'est que les habitants de cette île, de Mayotte, ont décidé, j'emploie le terme dans le livre, mais ce n'est pas un terme qui sort de mon imagination, c'est un terme qui m'a été dit par des militants de Mayotte française, des militants de la première heure. Ils ont choisi de rester colonisés. Parce que le discours des partisans de Mayotte française était de dire, entre 2 colonisations, la colonisation comorienne et la colonisation française, nous choisissons la colonisation française. C'est un discours, à mon sens, très problématique, parce qu'en réalité, je ne vois pas comment on peut parler d'une colonisation comorienne, étant donné que les Mahoraises et les Mahorais sont partie intégrante de la nation, du peuple, on appelle ça comme on veut, comorien. C'est un archipel qui a une histoire bien avant la colonisation française, évidemment, avec une population qui s'est constituée au fil des siècles par le jeu de migration permanente venue d'un peu partout, le golfe arabique, le golfe persique, la côte est africaine, Madagascar, et tout ça a constitué une société relativement homogène, soit dit en passant, contrairement à ce que l'on veut faire croire dans les discours politiques, qui parlent une même langue, avec au sein de cette langue, donc le shikomori, des parlers différents selon chacune des 4 îles de l'archipel des Comores, mais ces 4 parlers sont issus de la même langue comorienne, qui ont la même pratique de culte, qui ont les mêmes marqueurs sociaux et culturels.
La France a colonisé ce territoire au XIXe siècle. Elle n'en a pas fait grand-chose parce qu'elle ne savait pas vraiment quoi en faire. Et lorsque la question de l'indépendance s'est posée, un peu plus tard que pour les autres colonies françaises en Afrique, puisque c'est en 1975 que les Comores sont devenues indépendantes, lorsque cette question s'est posée, la France a décidé de consulter la population comorienne pour savoir si elle voulait devenir indépendante ou si elle voulait rester française. Et donc, cas particulier, unique dans l'histoire de la décolonisation, une partie du territoire, en l'occurrence l'île de Mayotte, a opté pour rester français contre l'indépendance. Alors, le discours, c'est de dire, c'est tous les Mahorais qui l'ont voulu. C'est faux. En 1974, au moment de la consultation, 63% des Mahoraises et des Mahorais ont voté pour rester français. Ça veut dire quand même qu'il y a 36% des Mahoraises et des Mahorais qui ont voté pour l'indépendance. Mais ça, on l'oublie un peu facilement. Il faut préciser aussi que ça intervient, ce vote, dans un contexte d'intenses batailles politiques, parfois très violentes, avec des bagarres entre villages, parce que souvent c'était un village Soroda, c'est-à-dire pro-français, ou un village serré la main, c'est-à-dire pro-comorien, pro-indépendance. Et donc on est dans un contexte vraiment très violent à l'époque, politiquement. Et qui est le fruit surtout d'un travail de sape, d'un lobbying très puissant de la part des partisans de Mayotte française pour convaincre donc la population que l'ennemi, ce n'était pas le colon, le français, l'ennemi, c'était le comorien. En l'occurrence, les discours pointaient essentiellement les grands comoriens et les Anjouanais. Donc il y a 4 îles dans l'archipel des Comores, la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et donc Mayotte. Et donc, ce vote a eu lieu, donc 99% des électeurs et électrices des autres îles ont voté pour l'indépendance, et donc à Mayotte, c'est 63% qui ont voté contre l'indépendance. Et bon, je passe sur les étapes du processus, mais c'est ainsi que Mayotte a été détachée du reste de l'archipel et est resté un territoire français quand les autres îles des Comores sont devenues indépendantes. Donc déjà, on a cette histoire qui est vraiment très particulière. À ça s'ajoute le fait que, une fois que le vote a eu lieu, tous les partisans de l'indépendance ont été chassés. Chassés physiquement, c'est-à-dire qu'un grand nombre, l'historienne Mama Idriss estime, sur la base d'un travail notamment dans les archives, que 1500 personnes ont été expulsées manu militari vers l'île d'Anjouan. 1500 personnes, ça peut sembler peu, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, lors de la consultation de 1974, il y a à Mayotte 14 000 votants. C'est un tout petit territoire à l'époque, 14 000 votants. Sur l'ensemble de l'archipel, c'est 163 000 votants. Mayotte, c'est 14 000 votants. Et donc sur ces 14 000, il y en a à peu près 8 000 qui votent pour rester français, et il y en a à peu près 5 000 qui votent pour l'indépendance. C'est important quand même de préciser où on est. Et donc, sur ces 5 000 qui votent pour l'indépendance, il y en a à peu près 1 500 qui sont expulsés du territoire. Quant aux autres qui ne sont pas expulsés, ils sont excommuniés de la vie villageoise. C'est-à-dire qu'on leur dit « Ok, tu es indépendantiste, tu ne participeras plus aux événements de la vie villageoise. » Le village, c'est le cœur de la vie en société dans l'archipel des Comores. Et donc, pour revenir, pour avoir le droit de reparticiper à cette vie sociale, il fallait faire amende honorable et faire allégeance au combat pour Mayotte française. Pourquoi j'explique ça? Parce que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est toute une population qui est pour rester française. La question en réalité aujourd'hui se pose plus trop sur l'île. Puis ensuite, pourquoi toute la population était pour le statut de département, alors que là, il y avait quand même des voix un peu discordantes sur cette question. Parce que en privé, on peut penser ce qu'on veut, publiquement, on ne peut pas le dire. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, les discours que l'on entend sont essentiellement des discours très durs, xénophobes, il faut le dire, que ce soit de la députée RN, Anché Abamana, mais surtout de l'autre député, qui est Liot, mais qui tient des discours d'une violence inouïe, qui est Estelle Youssoufa. Et on pourrait penser que, finalement, tout le monde à Mayotte pense comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tout le monde dit publiquement comme ça. Mais beaucoup de gens ne le pensent pas. Sauf qu'ils n'osent pas le dire parce qu'on a cette chape de plomb qui s'impose aux habitants de cette île depuis une 50aine d'années, où si l'on ose émettre un avis divergent de celui qui est défendu par l'élite politique, eh bien on est considéré comme un ennemi
de Mayotte comme un proto-maurien, c'est la pire des insultes qu'on puisse donner sur place, ou comme un indépendantiste. Moi, je me suis fait traiter, je dis bien traiter, c'était une insulte, d'indépendantiste ou d'anticolonialiste. Voilà. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de dans quel contexte on est. Et c'est pour cette raison que c'est très très difficile à Mayotte d'essayer de défendre un certain nombre de valeurs, notamment quand on est de gauche, parce qu'en réalité, ça entre en confrontation directe avec le discours dominant. Et que les personnes qui tiennent ce discours dominant veulent faire croire que c'est le seul discours de l'ensemble de la population mahoraise. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour finir sur ce point, c'est d'autant plus compliqué que souvent, quand on parle par exemple des élections, ne votent que les personnes qui ont la nationalité française. Sauf qu'à Mayotte, c'est 50% de la population de Mayotte qui a la nationalité française. 50% du reste, ce sont des étrangers, entre guillemets. J'emploie toujours ce terme entre guillemets à Mayotte. Ce sont des étrangers. Donc les étrangers n'ont pas le droit de vote. Ils n'ont pas droit de citer à Mayotte. Et pourtant, c'est une population qui vit là. Et contrairement à ce qu'on veut faire penser, et d'ailleurs, le terme migrant est à bannir à Mayotte, parce qu'une grande partie de ces personnes ne sont pas des migrants. Une grande partie de ces personnes sont nées sur ce territoire. De fait, même si elles ne sont pas nées, elles avaient des attaches familiales, parce que, là aussi, il faut le préciser, malgré 50 ans de séparation politique, les liens familiaux sont encore très prégnants entre les habitants de Mayotte et les habitants des 3 autres îles. Il n'y a pas une famille, et j'inclus la famille d'Anchia Bamana, la députée RN, et la famille d'Estelle Youssoufa, la députée Lyot. Il n'y a pas une famille à Mayotte qui n'a pas des liens familiaux avec des habitants des autres îles dans l'archipel. Et cette population-là, d'étrangers, entre guillemets, on ne la prend pas en compte. C'est quand même 50% de la population qui vit sur ce territoire. Alors certes, selon les responsables politiques, une grande partie des responsables politiques de Mayotte et selon l'État français, ces gens, pour reprendre un terme qui est souvent employé par les ministres de l'Intérieur qui se succèdent, n'ont pas vocation à être là. Ou pour reprendre un terme d'un préfet en 2004, ces gens n'ont rien à voir avec Mayotte. La réalité, c'est que ces gens ont, de par l'histoire, tout à voir avec Mayotte, et que quand on parle de la représentativité politique, en fait, on parle d'une représentativité très restreinte de l'ensemble de la population qui vit sur ce territoire. Merci beaucoup, et je crois que vous en parlez aussi dans vos travaux, tous ces invisibles des bidonvilles, en fait, qui sont autant de personnes qui n'ont quasiment aucun droit, en fait, à Mayotte, et qui sont la moitié de la population à Mayotte. Moi, je voudrais venir aussi sur la question à la fois de la pauvreté et de l'insécurité. Bon. Parce que, alors on a une pauvreté insoutenable, hein, dans le sens où déjà on a de l'eau un jour sur 2, ou un jour sur 3 de manière assez continuelle, quoi, hein. Les enfants, par exemple, dans beaucoup d'écoles, vont à l'école la moitié du temps parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'Assemblée nationale, la Macronie et la droite, enfin, je le mets dans un tout, et l'extrême droite, ont même voté contre un amendement, un de nos amendements qui demandait tout simplement comme objectif de scolariser l'ensemble des enfants. On en est là. Enfin, c'est-à-dire que le droit humain le plus fondamental, qui soit qu'un enfant soit scolarisé, a été repoussé par 2/3 de l'Assemblée nationale. Parce que ça allait créer un appel d'air pour les, entre guillemets, migrants, qui sont par ailleurs là souvent depuis très longtemps et nés là-bas. En tout cas, ils y vont la moitié du temps. Bon, et il y a par exemple, je donne un exemple, mais il y a une déchetterie à ciel ouvert pour 320 000 habitants. Enfin, voilà, tout est comme ça. Donc une pauvreté quand même qui frappe et qui est extrême. Et par ailleurs, et moi je voudrais venir là-dessus, en même temps, il y a la question de l'insécurité et des violences. Moi, je suis venue avec mes yeux de l'Hexagone, mais c'est compliqué quand on en ressort. Quand on repart de Mayotte, c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de problème d'insécurité. On entend les gens dire « mais moi, à 20h, je rentre chez moi ». Bon, d'abord, est-ce que cette question de l'insécurité, pour vous, est une question dont il faut se saisir, et comment ? Évidemment, la droite, l'extrême droite et la Macronie disent tout ça, y compris jusqu'à Manuel Valls, hein, et le ministre actuel disent tout ça est la faute des migrants, entre guillemets. Bon.
comment vous pensez que la gauche peut répondre à ce problème? Je le dis aussi parce que, y compris la gauche sociale et politique et les deux principales organisations là-bas, la CGT et la France Insoumise, ont un discours disant oui, il y a de l'insécurité et oui, il y a un problème aujourd'hui du nombre d'habitants à Mayotte, qui est un espace exigu avec des ressources naturelles et des ressources insuffisantes. Et donc, alors la réponse de l'AFI, c'est de dire égalité des droits. Donc, il faut une territorialisation du titre il faut arrêter avec les titres de séjour territorialisés. Il faut une solidarité nationale dans l'accueil de tous les migrants. Voilà, c'est la réponse qui est donnée. Voilà, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et je le dis, nous, il faut aujourd'hui, en tout cas, une réponse qui soit à la fois une réponse décoloniale, mais qui s'adresse aussi à ce qu'on nous dit sur l'île de toutes parts. Voilà, donc je vous passe le relais sur cette question-là. Je dis juste que la question, elle est difficile et complexe. Elle est très compliquée. Et en réalité, moi, je parle beaucoup, mais je n'ai pas de solution. Pour revenir sur la pauvreté, c'est manifeste. Je vais quand même donner quelques chiffres pour que vous compreniez où on se trouve. La moitié de la population à Mayotte, aujourd'hui, en 2018, vivait avec moins de 260 € par mois. 4 personnes sur 10 vivaient en dessous du seuil de pauvreté local, qui est fixé à 160 € par mois. 8 personnes sur 10 vivaient en dessous du seuil de pauvreté national, qui est à un peu plus de 1 000 € par mois. Alors cette pauvreté, moi, ce n'est pas ce que je mets le premier en avant, parce qu'il faut la replacer d'abord dans son environnement. Certes, Mayotte est un territoire, si l'on se situe dans le cadre franco-français, très pauvre, le plus pauvre, mais par contre, si on se situe dans son cadre régional, c'est le territoire le plus riche. Le PIB de Mayotte par habitant est 8 fois supérieur à celui des Comores, 20 fois supérieur à celui de Madagascar. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer. Et il ne faut pas notamment l'ignorer quand on veut apporter des réponses. Parce qu'évidemment, ce différentiel économique qui s'est démultiplié depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que depuis le moment où la France a commencé à investir sur l'île de Mayotte, eh bien, il est source de migration, évidemment. Et alors qu'avant, la migration qui venait des autres îles vers Mayotte était une migration essentiellement familiale, ou qui était liée à des événements. On venait participer à un mariage, à une cérémonie religieuse, et puis on repartait. On venait travailler 1 mois, 2 mois, et puis on repartait. Aujourd'hui, c'est une migration essentiellement économique ou alors d'ordre de survie, effectivement, pour accoucher dans des conditions qui peuvent permettre la survie de l'enfant ou pour que les enfants aient une éducation à peu près convenable et gratuite. Donc cette question-là, elle est quand même importante. De même, cette pauvreté, elle a une histoire, évidemment. Donc, comme je le disais, l'État français n'a commencé à investir sur ce territoire qu'il y a une trentaine d'années, au début, milieu des années 90. Avant, lorsque c'était une colonie, l'ensemble de l'archipel était une colonie qui ne comptait pas pour la France, elle ne savait pas quoi en faire, et donc elle n'a jamais investi quoi que ce soit, elle n'a jamais vraiment envoyé beaucoup de fonctionnaires d'ailleurs. Pour donner quelques chiffres, en 1974, donc au moment où il y a eu la consultation, il y avait 26 écoles à Mayotte, et 2 enfants sur 3 n'étaient pas scolarisés, juste pour vous montrer un peu à quel niveau on se situait. Pour vous donner une idée aussi, l'école n'est devenue obligatoire qu'en 1986. Donc on voit d'où on part, et donc cette pauvreté a aussi une histoire, c'est l'histoire de la colonisation notamment. Moi, ce que je préfère mettre en avant, c'est les inégalités. Parce que là, elles sont encore plus flagrantes. Et c'est ces inégalités-là qui sont source de cette insécurité. Les inégalités sont monstrueuses. Mayotte n'est pas seulement le territoire le plus pauvre de France, c'est aussi le territoire le plus inégalitaire de France. C'est aussi, troisième point important, le territoire le plus jeune. J'y reviendrai. Donc, le plus inégalitaire, alors, selon l'INSEE, les 10% les plus aisés à Mayotte touchent 7 fois, ont un niveau de vie 7 fois supérieur au niveau médian. Concrètement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, concrètement, par contre, je vois très bien comment ça se passe à Mayotte. On a des quartiers de riches, de très riches, qui côtoient, mais vraiment qui voisinent des quartiers de pauvres, de très pauvres, les bidonvilles dont vous avez tous vu les images après Chido qui avaient été rasés. Ils se côtoient, ils sont à côté les uns des autres. Et ces inégalités,
elles sont notamment le fruit de la politique française, il faut le préciser, parce que chez les très riches, il n'y a pas que quelques entrepreneurs qui sont allés faire fortune à Mayotte au début des années 80, quand tout était quelque part à inventer, entre guillemets. Non, non, c'est aussi le fruit de la politique française qui consiste à surrémunérer les fonctionnaires qui sont envoyés sur place, mais aussi depuis quelques années les fonctionnaires locaux. Ce qui fait que les fonctionnaires qui sont sur place eh bien, sont bien mieux payés à Mayotte, comme dans tous les territoires d'outre-mer, que dans l'Hexagone. Tant mieux pour eux. Le problème, c'est qu'on est dans une situation donc, où, par exemple, un jeune enseignant peut toucher 3 000 euros. Quand je dis un jeune, c'est 22, 23 ans. Il peut toucher 3 000 euros pour son premier poste. Quand une grande partie de la population, pour ceux qui travaillent dans le secteur privé, dans le secteur formel, donc sont au SMIC, un SMIC, on l'a dit, qui est inférieur, qui est à peu près à 75% au niveau du SMIC pratiqué dans l'Hexagone, mais surtout, ce qu'on oublie souvent de parler, c'est l'économie informelle. Et l'économie informelle, c'est quasiment 50% de l'économie de ce territoire. Et là, dans l'économie informelle, où travaillent notamment un grand nombre d'étrangers en situation irrégulière, on est à des salaires de 200 ou 300 euros. Donc on est dans ce territoire avec ces immenses inégalités, qui plus est dans le territoire qui est petit territoire, et donc où ces inégalités sont visibles de tous les jours. Alors, quand on se demande mais comment ça se fait qu'il y ait tant de délinquance, bon, la réponse elle est assez facile, parce que d'autant plus que la délinquance, effectivement, en grande partie, ce sont des cambriolages, en grande partie, ce sont aussi des agressions, mais des agressions qui ont un objectif de voler un téléphone, l'argent, ou des choses comme ça. Et c'est une délinquance juvénile. C'est là où je viens à la question de la jeunesse. C'est essentiellement une délinquance juvénile. Et ce n'est pas, pour le coup, une construction médiatique, ce sentiment d'insécurité. C'est une réalité, vraiment. Il est tout jeune, entre guillemets, ce sentiment. Il date d'une dizaine d'années. Avant, Mayotte était un territoire très paisible, où il y avait très peu d'actes de délinquance, quelques cambriolages, essentiellement les quartiers habités par ce qu'on appelle les Mzungu sur place, les métropolitains, très rarement des agressions. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a vraiment des agressions, des cambriolages parfois très violents, où il y a des homicides, ce qui n'existait quasiment pas il y a 20 ans, sur le territoire. Il y a une violence vraiment qui s'est développée. Cette violence, elle est liée à ces inégalités, au fait qu'on a une délinquance qui est liée à des questions matérielles, mais elle est liée aussi à... Il y a un autre effet qui a provoqué cette délinquance, notamment juvénile, et là aussi, c'est lié à la politique de l'État français. C'est que lorsque l'État français a commencé à mener une traque à l'échelle industrielle des personnes en situation irrégulière, au milieu des années 2000, à l'époque où le ministre de l'Intérieur s'appelait Nicolas Sarkozy, donc là, la France a commencé à expulser à tour de bras. On est passé en 2005 de 6 000 expulsions par an, ce qui était déjà énorme, à 13 000 l'année suivante. Et aujourd'hui, on est à 25 000 expulsions par an. C'est énorme. Dans l'Hexagone, on est à 22 000 expulsions par an. Et encore, sur ces 22 000, la moitié, ce sont des aides au retour volontaire. Donc, on est dans cette échelle industrielle d'expulsion de personnes en situation irrégulière. Le problème, c'est qu'en expulsant à tour de bras, évidemment, il faut faire très vite. Les gens ne restent que quelques heures au CRA, parfois même pas. Ils vont directement dans le bateau. Et en expulsant très vite, on ne regarde pas la situation des personnes que l'on expulse. Et parmi les personnes que l'on expulse, il y a beaucoup de femmes. Et parmi ces femmes, il y en a beaucoup qui sont des mères ou des tantes qui avaient des enfants à charge. Et lorsqu'on expulse ces dames, eh bien, les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Alors, le phénomène, on l'a vu apparaître, c'est là où c'est facile de le lier à la politique d'expulsion, on l'a vu apparaître vers 2007-2008. La politique d'expulsion a commencé 2006-2007. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux ont commencé à dire attention là, on voit un phénomène, ce qu'on appelle les mineurs isolés sur place, des gamins qui sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'au début, quand la maman ou la tante est expulsée, le voisinage s'en occupe, mais il ne peut pas s'en occuper si longtemps. Et puis après, les gamins, ils s'organisent entre eux. Et parfois, c'est des gamins qui sont très jeunes, 8-9 ans. Donc on a commencé à les voir, fouiller les poubelles d'abord. Ensuite, mendier devant les quelques rares supermarchés de l'île. Et puis après, ils se sont organisés en bandes, ils ont commencé à cambrioler. Et puis aujourd'hui, ces bandes, eh bien, elles se battent entre elles, vous en entendez parfois parler, mais aussi elles mènent, effectivement, elles font des actes de couper les routes, donc pour arrêter des véhicules, pour voler ce qui se trouve dans les véhicules et sur les personnes qui sont dans ces véhicules, et parfois donc, elles mènent des agressions violentes. Et donc cette insécurité-là, elle est le fruit de cette politique, et effectivement, elle aboutit à une exaspération de la population,
sur le territoire. Et là-bas, comme dans tout un tas d'autres endroits, cette exaspération, elle se traduit par le vote en faveur de l'extrême droite. Le Front National, le Rassemblement National, le Front National, n'a réellement vu ses scores exploser à Mayotte qu'au moment où l'insécurité est apparue, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Avant, le Front National, dans les années 2000, ne représentait rien à Mayotte. Le Pen faisait 2%. À la dernière présidentielle, Marine Le Pen a fait 40% au premier tour, 60% au second tour. Et aujourd'hui, une grande partie de la classe politique mahoraise affirme, sans s'en cacher, que c'est Marine Le Pen qui défend le mieux les intérêts de Mayotte, et des gens qui ne sont pas forcément politisés, que je connais très bien, qui sont des amis, donc qui me parlent franchement, sont capables de dire qu'effectivement ils votent pour Marine Le Pen, qui savent très bien ce qu'elle défend, qui savent très bien sa vision de l'islam, mais qui disent que c'est la seule à dire à s'intéresser à nos problèmes et à dire que l'insécurité, c'est lié à l'immigration. Et cette très bonne amie m'a dit, je t'assure qu'il n'y a aucun Mahorais qui commette des actes de délinquance, en étant persuadé. C'est ce qu'on rabâche. C'est ce que Manuel Valls a encore rabâché à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. C'était d'ailleurs assez cocasse. C'était au Sénat, je crois, cette fois-ci, puisqu'il aborde la question de l'insécurité et il la relie directement à la question de l'immigration. Et il donne ce chiffre. 48% des actes de délinquance sont le fait d'étrangers. OK. 52% de la population à Mayotte est étrangère. Donc, il n'y a pas surreprésentation des étrangers dans les délinquants. Au contraire, ils sont un peu moins importants. Mais au-delà de ça, les études sociologiques et les magistrats le disent. Dans les délinquants, notamment juvéniles, on trouve aussi bien des Français que des étrangers. Bien, merci beaucoup. Et j'ai eu l'occasion, quand j'avais pas le préfet sur les côtes à Mayotte, de discuter de manière un peu franche, quoi, avec des gardes douaniers qui nous disaient que, par ailleurs, il y avait une chimère totale, une illusion totale de penser qu'en fait, à Mayotte, on peut bloquer tout flux de migrants, quoi. Et parce que ça a été le grand truc de la droite et de l'extrême droite pendant les débats parlementaires, de dire, mais d'ailleurs c'était le fond de la deuxième loi. Nous on pensait avoir une deuxième loi sur Mayotte là au mois de juin qui s'attaquait vraiment au développement économique et social, à l'égalité des droits et tout. Que dalle. Bon, déjà c'était la commission des lois qui l'a prise en main, donc déjà ça donnait une petite idée de ce qui. Et en réalité, le fameux projet de loi de développement de Mayotte a été un projet de loi contre les migrants. C'était vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec les gardes douaniers, ils nous disent, mais en réalité, c'est ce que vous dites, c'est que c'est une chimère totale, puisqu'on est à 50 km des Comores, et parce qu'on va pas mettre un mur de fer dans la mer qui empêche les migrants de venir. Et alors, ce qu'ils racontent, c'est que de toute façon, on ne cesse d'avoir des migrants des Comores qui arrivent, qui repartent, et qui font 10 fois l'aller-retour jusqu'à ce qu'ils arrivent à pouvoir s'installer. Donc voilà, et qui bien souvent par ailleurs passent 2 jours, 3 jours dans le CRA, repartent, etc. Voilà, donc pour dire que par ailleurs, du coup la droite et l'extrême droite d'abord s'y prennent n'importe comment et à mon avis poursuivent une illusion totale sur la question, quand bien même on déciderait de s'y attaquer, quoi. Enfin, parce qu'en fait on ne peut pas de toute manière. Donc ça ne sert finalement qu'à nourrir un sentiment de xénophobie et anti-migrants qui n'a aucun débouché. Mais je voulais peut-être vous laisser réagir là-dessus. Et moi, j'ai une question aussi sur la coopération. Parce que du coup, la réponse de gauche, il me semble, doit être aussi qu'il faut mettre en place une coopération régionale avec les Comores. Alors quand on dit ça à Mayotte, l'extrême droite, la droite hurle en disant mais vous voulez discuter avec un dictateur, colonisateur, qui s'appelle les Comores, c'est hors de question. Bon, voilà. Mais finalement, la seule issue n'est-elle pas celle-là, quoi? Bah si, c'est une évidence en réalité dont tout le monde est conscient, mais en fait il y a des enjeux politiques qui sont plus forts que cette évidence-là. Juste pour revenir sur la question de fer dans la mer, en fait, c'est pas seulement une image, hein, depuis quelque temps, c'est l'expression employée par Darmanin d'abord, puis par Valls, le rideau de fer. Il parle sérieusement de mettre en place un rideau de fer entre Mayotte et les autres îles des Comores.
Je veux dire, la première fois, on pouvait penser à une blague. En plus, c'était Darmanin. On pouvait se dire, il est tellement stupide. Mais non, en fait, non, ils sont persuadés qu'ils peuvent mettre en place, alors c'est pas un rideau de fer physiquement, mais en multipliant les radars, en multipliant les patrouilleurs en mer, en multipliant aussi les systèmes d'écoute qui pourraient permettre d'anticiper les départs sur l'île d'Anjouan, eh bien, ils pensent qu'ils vont pouvoir arrêter ça. Ça fait 20 ans qu'ils investissent dans cette politique-là. Et effectivement, les flux ne se tarissent pas. Et quand je parlais de 25 000 expulsions par an, en fait, c'est quasiment autant de personnes qui reviennent en réalité. Ce sont des gens qui reviennent parce qu'une grande partie de ces personnes a fait sa vie à Mayotte. C'est ça aussi la question qui se pose. Au-delà du fait que géographiquement, ces 70 km, c'est rien. Même si c'est dangereux, il y a quand même des morts en mer. Et pas en petit nombre. Beaucoup, évidemment, parce que quand il y a des patrouilleurs, il faut prendre les routes les plus compliquées, parfois par temps très mauvais, et donc il y a des bateaux qui chavirent. Donc on continue en fait dans cette politique en pensant, on voit bien que ça ne marche pas, et d'ailleurs effectivement les membres de la police aux frontières le disent eux-mêmes en aparté, on voit bien que ça ne marche pas, mais on continue malgré tout à faire ça. Et effectivement, il y a un côté un peu démagogique, puisqu'on dit mais c'est ce que veulent les Mahorais, en réalité c'est ce que veulent les représentants politiques des Mahoraises et des Mahorais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, je ne dis pas qu'elles sont majoritaires, hein, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent quand même différemment, ou en tout cas qui ont un regard critique sur ce qui se fait depuis un certain nombre d'années. Mais donc on dit c'est ce qu'ils veulent, donc c'est ce qu'on va faire. Ok, bon. Mais en fait, selon cette logique, s'ils veulent aussi qu'on jette les gens à la mer, bon, mais jetons les gens à la mer. Alors, puisque après tout, si c'est ce qu'ils veulent, bon. Et effectivement, la seule solution, mais qui est facile sur le papier, qui est beaucoup plus difficile à mettre en place sur le terrain, c'est une véritable coopération. Mais une coopération très poussée. Là, on ne parle même pas d'une coopération comme celle que la France peut mener avec un certain nombre, notamment d'anciennes colonies, notamment sur le territoire africain. Non, c'est une coopération beaucoup plus profonde. Pourquoi ? Parce que, et ça, moi, c'est ce que je défends depuis des années, on ne peut pas considérer Mayotte dans le seul cadre franco-français. C'est impossible. On ne doit considérer Mayotte que dans le cadre franco-comorien. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un contentieux, quand même, encore aujourd'hui, au niveau diplomatique, puisque les Comores continuent de revendiquer Mayotte, et puisque lorsque l'ONU a été... lorsque la question s'est posée à l'ONU à de multiples reprises, à une vingtaine de reprises, l'ONU a donné raison aux Comores en estimant que Mayotte devrait être un territoire comorien, selon le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Donc, il y a cette question-là, mais plus largement, il y a une question très concrète. Au-delà de cette proximité géographique, il y a les liens familiaux dont je parlais tout à l'heure. Il y a maintenant ce différentiel économique qui font que, de toute manière, rien ne se fera si on ne prend pas en compte l'ensemble de l'archipel des Comores. Et même au-delà maintenant, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'Afrique de l'Est pour effectuer une demande d'asile. On commence à voir une migration qui vient de Madagascar, ce qui est assez nouveau. Il y a toujours eu des venues de Madagascar, mais en très petit nombre. Mais maintenant, on commence à voir quand même une migration clandestine venant de Madagascar. Donc, forcément, Mayotte devient un territoire véritablement attractif dans la région. Donc, c'est évident que ça passe par la coopération, mais c'est une coopération qui doit être beaucoup plus poussée que juste le financement d'un hôpital ou d'une école et tout ça. Mais par contre, personne aujourd'hui n'a réussi à trouver, même entamer le processus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réticences localement. Déjà, les responsables politiques de Mayotte ne veulent pas en entendre parler. Ils sont dans une logique depuis plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, de couper tout lien avec les autres îles des Comores. Ils ne veulent pas en entendre parler. Après 1975, quand il y a eu la séparation, ils militaient pour qu'il n'y ait plus de liaison maritime et aérienne entre Mayotte et les autres îles. On est dans cette logique-là. Donc, imaginez qu'il puisse y avoir une coopération poussée avec ces territoires-là, c'est hors de question. Après Chido, Madagascar a proposé son aide. On vous envoie des bananes, de la nourriture et tout ça. Les Comores, et notamment l'île d'Anjouan, ont proposé leur aide. OK pour Madagascar, mais certains ne voulaient pas entendre parler d'une quelconque aide donnée par les Comores. Ce sont des ennemis à leurs yeux. Donc on ne peut pas coopérer avec des ennemis. Et par ailleurs, l'autre difficulté, c'est qu'aux Comores, effectivement, c'est un régime, aujourd'hui, on peut le dire, dictatorial.
soit dit en passant, un régime ami de Paris, puisque Azali est particulièrement choyé par Macron. Et d'ailleurs, c'est inévitable. C'est inévitable parce que pour expulser 25 000 personnes par an, il faut avoir l'accord du pays vers qui on expulse les personnes. Si, et comme ça arrive parfois en temps de crise diplomatique, si les Comores décident de ne plus accepter ces retours, eh bien la France est bien embêtée, elle ne peut plus expulser personne. C'est ce qui est arrivé le premier mois de l'opération Wambouchou. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était en 2023, opération lancée par Gérald Darmanin, où il annonçait des expulsions à tour de bras, des décasages, c'est-à-dire des destructions d'habitats à tour de bras. En réalité, il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas pas plus que ce qui se passait depuis des années. Il n'empêche que, et donc le régime comorien, pour protester contre cette politique, a fermé sa frontière pendant un mois. La France était bien embêtée. Elle n'a pas pu mener toutes ces expulsions. Donc, en fait, la France est obligée de faire avec ce régime-là, mais effectivement, c'est très compliqué de travailler avec un régime qui, aujourd'hui, est dans une véritable dérive dictatoriale, qui emprisonne ses opposants ou ses critiques au niveau de la société civile. Mais effectivement, la seule... Mais bon, moi, ce que je défends depuis 20 ans, c'est que pour imaginer un avenir en commun, sous quelque forme que ce soit, parce que les Mahoraises et les Mahorais ne veulent pas entendre parler d'un retour aux Comores. Ça, il faut bien le prendre en compte, évidemment. Mais pour envisager une solution, on est obligé de prendre en compte donc, cette volonté des Mahorais. Mais il faut aussi... on ne peut pas rester sur ce statu quo. Et donc, la première chose à faire, c'est d'instaurer un dialogue, en fait, d'essayer d'instaurer un dialogue. Et aujourd'hui, tout est fait par la classe politique mahoraise, mais aussi par l'État français, pour qu'il n'y ait pas de dialogue entre Mayotte et les autres îles. Curieusement, il y a un ministre qui a essayé de faire quelque chose, mais il n'est pas resté longtemps à l'outre-mer, c'était Yves Gégaud. Ouais. Yves Gégaud a essayé, vraiment, sincèrement, de mener, déjà de tenir tête aux élus mahorais, pour leur dire, mais vous ne pouvez pas sans cesse, comme ça, prôner des discours de haine vis-à-vis des Comoriens, et puis il a vraiment essayé de mener une politique de coopération. Le truc, c'est que Gégaud, il n'est pas resté longtemps en Outre-mer, je ne sais pas combien de temps il a fait, même pas 2 ans, c'était sous Sarkozy. Hein. Mais, voilà. Mais sinon, depuis, c'est un peu, voilà, on en parle régulièrement de la coopération. Et d'ailleurs, il y a des actes. Hein. La France a construit un hôpital à Anjouan. Bon, le problème, c'est que c'est bien beau de bâtir des murs, mais après, il faut faire fonctionner l'hôpital. Il ne fonctionne pas, cet hôpital. Mais voilà, mais ce n'est pas forcément la faute de la France. Hein. C'est la responsabilité aussi des dirigeants politiques comoriens. Mais, donc, il y a de la coopération, mais c'est une coopération voilà, qui ressemble à celle qu'on peut avoir dans d'autres territoires. Mais il semble évident que c'est la seule solution aujourd'hui. Et pour moi, en fait, quand on est une force de gauche, on ne peut pas ignorer ça. Et en fait, en France, on a quand même tendance à ne voir le cas de Mayotte que sous l'aspect franco-français. On ne peut pas ignorer d'abord l'ONU, on ne peut pas ignorer cette question-là, que selon l'ONU, quand même, ça reste un territoire comorien. Et LFI, quand même, se prévaut assez régulièrement des décisions de l'ONU. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer aussi l'échec qui a été de l'État français sur ce territoire de Mayotte. C'est pas seulement l'échec de la droite, hein. C'est aussi l'échec de la gauche, si on peut estimer que le Parti socialiste est un mouvement de gauche, si l'on peut estimer que le mitterrandisme était une ère où la gauche était au pouvoir, ou si le jospinisme fut de gauche. Bref, voilà, c'est un échec qui remonte à des années et des années, en réalité. La France n'a jamais su quoi faire de ce territoire. Elle n'a jamais su quoi faire. Parce qu'elle a voulu le garder, effectivement, pour X raisons. D'ailleurs, tout le monde ne voulait pas le garder. Giscard d'Estaing ne voulait pas forcément garder ce territoire. Elle a voulu le garder, mais elle n'a jamais su quoi en faire. Et c'était pareil durant l'époque coloniale. Elle voulait ce territoire pour des enjeux géostratégiques, pour coloniser Madagascar notamment, mais elle n'a jamais su quoi en faire. Et donc, elle ne s'est jamais véritablement donné les moyens de trouver une solution à cette situation. Et c'est pour ça, notamment, qu'on se retrouve dans cette situation un peu d'impasse aujourd'hui. Et après Chido, on pouvait estimer que peut-être les responsables politiques français et mahorais se poseraient autour d'une table et se diraient, allez, maintenant on réfléchit, on voit bien qu'on est dans une impasse depuis des années, c'est l'occasion ou jamais de réfléchir autrement les choses. Au contraire, ce à quoi on a assisté, c'est une fuite en avant, avec toujours cette politique de plus en plus xénophobe, où effectivement cette loi de refondation, la moitié de la loi, et notamment les 2 premiers titres,
visent explicitement les étrangers, comme si c'était eux les responsables des faillites de l'État et aussi de la classe politique mahoraise. Merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question avant de vous passer la parole. Enfin, 2 questions, parce que du coup, ce que vous venez de dire me fait penser à une aussi. Vous dites on ne sait pas quoi faire. Enfin non, pardon, les responsables politiques qui se sont succédés n'ont pas su quoi faire de Mayotte, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt géopolitique et géostratégique de la France, quoi ? Est-ce qu'il y a une base militaire dont on ne dit pas grand-chose ? C'est une présence de la France à un endroit stratégique de l'océan Indien, quand même. Donc voilà, ça c'est ma première question, qui expliquerait aussi peut-être une politique coloniale aujourd'hui qui vise à ne surtout pas donner d'autonomie à Mayotte, enfin quelle qu'elle soit. Et j'arrive à ma deuxième question, du coup, qui est la question de l'autonomie économique, au moins. Parce qu'en fait, rien n'est fait, mais alors absolument rien pour rendre Mayotte plus autonome sur le plan alimentaire. Je vois Maxime qui travaille à la Chambre d'agriculture, mais sur le plan alimentaire, on a beaucoup parlé d'ailleurs, parce que c'est une des seules chambres d'agriculture qui est confédération paysanne, par ailleurs, Mayotte. Rien n'est fait, par exemple, pour développer de façon autonome l'agriculture, alors que, je veux dire, l'île pourrait être dans une situation encore... Alors, pour le coup, c'est pour autant une île qui a une souveraineté alimentaire qui est pas si défavorable quand on compare à la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe, parce qu'elle ne s'est pas spécialisée dans l'agriculture d'exportation complètement. Mais rien n'est fait pour le développer. Je veux dire, ça pourrait être un laboratoire de l'autonomie alimentaire. De la même façon, sur l'économie de la mer, je veux dire, la plupart des produits de la pêche sont importés à Mayotte. C'est hallucinant, dans une île qui est... Voilà. Et puis on a pas mal discuté d'ailleurs avec les représentants du MEDEF et du patronat là-bas, mais qui étaient d'accord avec 90% de ce qu'on porte en fait. D'ailleurs ils sont contre la baisse des... C'est rigolo, c'est un des seuls MEDEF qui nous dit que les exonérations fiscales et les exonérations sociales c'est pas bien parce que ça va dézinguer les retraites. Bon bref, mais passons. Je finis là-dessus. Je veux dire, l'état des routes, l'état des réseaux Internet, rien n'est fait pour développer les entreprises. Le crédit n'existe quasiment pas. Aujourd'hui, on fait la reconstruction de Mayotte et malgré les quelques petits amendements qu'on a fait passer, c'est essentiellement Eiffage, Vinci et compagnie qui vont faire la reconstruction à Mayotte plutôt que les TPE et les PME locales. Donc, vraiment, rien n'est fait pour cette autonomie et cette souveraineté économique. Est-ce que nous, en fait, une de nos missions à gauche, c'est pas de porter ça aussi. C'est-à-dire, à défaut aujourd'hui de dire bon, c'est l'indépendance puisque les Mahoraises et les Mahorais n'en veulent pas, c'est au moins d'accompagner, de faire en sorte de porter une autonomie de l'île en matière économique et sociale avec une égalité des droits. Je vais rapidement répondre à la première question. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la France voulait rester à Mayotte. Après, elle ne savait pas quoi en faire, mais elle voulait rester en partie pour des questions d'ordre géostratégique. Il n'y a pas seulement une base militaire avec la présence de la Légion étrangère, il y a une centrale d'écoute, pas négligeable, franco-allemande, qui peut intercepter des communications jusqu'à assez loin sur la côte africaine, mais aussi du côté de l'océan Indien. Donc il y avait un intérêt géostratégique et l'armée a fait partie de ces forces en France qui ont milité pour conserver Mayotte. Les autres forces qui ont milité, c'est ce que j'appelle le parti colonial et c'est l'extrême droite qui ont milité, mais là pour des enjeux autres, enfin bien sûr géostratégiques, mais aussi pour des enjeux tout simplement d'ordre philosophique. On est en présence de nostalgie de l'Empire et qui estime que l'Empire doit être préservé coûte que coûte. Donc oui, bien sûr, la France a un intérêt à être présente dans cette zone. Je répète souvent, le canal du Mozambique, donc où se trouve l'archipel des Comores, à l'époque, dans les années 70, 60% du pétrole consommé en France transitait par le canal du Mozambique. C'est une zone très importante à contrôler. Et dans les années 70, on est encore en période de guerre froide. Et très clairement, en France, les discours qu'on entend, c'est si on perd cette zone, c'est la Chine qui va venir là. On parlait de la Chine, pas de l'URSS.
Et encore aujourd'hui, le canal du Mozambique est quand même un lieu de transit très important pour le système maritime mondial. Pour ce qui est de l'autonomie, effectivement, cette autonomie économique, la question ne se pose pas que pour Mayotte, en réalité, elle se pose pour tous les territoires d'outre-mer. Finalement, il me semble que le seul territoire où on a vraiment entrepris des choses pour essayer de gagner cette autonomie, comme par hasard, c'est la Kanaki Nouvelle-Calédonie, où il y a eu un plan justement parce que notamment le FLNKS a très vite perçu qu'une autonomie et une indépendance politique ne pouvaient être viables que s'il y avait une autonomie et une indépendance économique. Et donc la question se pose pour tous les outre-mer. Mais lorsqu'on pose la question quelque part, on a la réponse. La France n'a jamais véritablement rien entrepris pour que, économiquement, ces territoires soient autonomes. On est encore, et là, je ne suis pas le seul à le dire, loin de là, énormément de chercheurs, que ce soit des économistes, mais aussi des intellectuels, le disent. On est encore dans des économies de comptoir dans les territoires d'outre-mer, avec un lien complètement artificiel et artificiellement maintenu par la France entre la métropole, j'emploie le terme haïtien, là, même si c'est un terme que j'emploie jamais, et les territoires d'outre-mer. Et à Mayotte, effectivement, il y a cette question de l'autonomie agricole. Alors, visiblement, il y a un spécialiste dans la salle qui pourra mieux en parler, mais en fait, les 50% de la population qui sont étrangers, et notamment parmi ces 50%, on estime qu'il y en a 50% qui sont en situation irrégulière. Ceux qui gagnent 200 à 300 euros par mois, c'est sûr qu'ils ne vont pas faire leurs courses au supermarché. Et eux, ils se nourrissent malgré tout. Et ils se nourrissent effectivement de riz importé. Mais ils se nourrissent aussi de tous les produits que l'on peut produire sur place, en fait. Mais au-delà de l'autonomie de Mayotte en matière agricole ou en matière aussi piscicole, au-delà de cette question-là, moi, j'élargis toujours la focale aux Comores. En fait, il pourrait y avoir une autonomie économique. Anjouan, qui est à 70 km, est une terre de production agricole très importante. Et en fait, mais aujourd'hui, il n'y a pas de produits qui sont importés d'Anjouan vers Mayotte parce qu'à Mayotte, il y a les normes européennes qui s'appliquent, que les produits notamment alimentaires qui viennent d'Anjouan ne répondent pas à ces normes. Et donc, il n'y a pas ces échanges-là, mais c'est complètement aberrant. Et donc, on en est effectivement à importer tout un tas de produits qui viennent de Chine, du Golfe arabique ou de France, et qui coûtent très cher, et qui font que les gens sont en colère, parce qu'en plus, comme dans les autres territoires d'outre-mer, l'assimilation législative, qui est aussi une assimilation culturelle, a fait intégrer le fait que, et là, tout un tas d'auteurs l'ont démontré, de Glissant à Chamoiseau, etc., ont démontré que cette assimilation passe par une quête d'assimilation en matière de consommation, et que, d'ailleurs, moi, c'est un syndicaliste de la CGT qui m'avait tenu ce discours, c'est le titre d'un de mes chapitres, il prônait le droit à consommer du camembert. C'était une revendication. On a le droit de manger du camembert, oui, sans se poser la question sur quelque part c'est logique de manger du camembert. Bon, il y a peut-être d'autres choses à consommer, mais ça faisait partie de ces droits. On est français comme les autres Français, donc on doit pouvoir avoir le droit de consommer du camembert. On est dans une logique coloniale là, très clairement, et cette logique-là, on la retrouve pas qu'à Mayotte, on la retrouve dans quasiment tous les autres territoires d'outre-mer. Merci beaucoup. Et bon, juste là-dessus. Par ailleurs, pour moi, le cyclone Chido a empiré encore la situation parce que ça a détruit notamment les bananeries, le manioc, enfin les champs de manioc, etc. Enfin, c'est-à-dire la base alimentaire locale. Et franchement, rien n'est fait, on le voit aujourd'hui, pour reconstruire, pour faire en sorte que cette production, parce qu'elle a été, il y a une agroforesterie énorme à Mayotte qui pourrait être le laboratoire de l'agroécologie, en fait. Et rien n'est fait aujourd'hui pour reconstituer le potentiel de production agricole locale. C'est ça qui est terrible, par ailleurs. C'est que Chido, quelque part, sert aussi dans ce cheval de Troie ou ce laboratoire. Chido, c'est un peu la stratégie du choc de Naomi Klein, quoi. Chido va permettre encore davantage, à mon avis, de rendre dépendant Mayotte vis-à-vis de l'Hexagone, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'à mon avis, risque de se faire la fameuse, entre guillemets, reconstruction.